Cette semaine, je vous propose un deuxième épisode sur les facs avec 10 nouvelles questions. Salut, c'est Maud, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, nous allons faire une deuxième foire aux questions sur 10 nouvelles questions à propos de l'écriture. Allez, c'est parti. Moi, je vais prendre la question différemment. Est-ce que nous vivons tous dans un monde de bisounours ? Non. Donc, votre livre n'a pas besoin de terminer forcément par un happy end. Rien ne l'interdit non plus, attention. Vous avez le droit de faire terminer votre manuscrit par un happy end si l'histoire le mérite, si l'histoire l'impose ou si vous en avez tout simplement envie. Mais vous n'avez pas nécessairement l'obligation de terminer votre histoire par un happy end. Vous pouvez le faire par un bad end. Et donc, vous pouvez tuer tous vos personnages à la fin ou les faire avoir des choses encore pires ou même les faire, je sais pas moi, emprisonner, ce qui vous pourra vous permettre peut-être de continuer sur un deuxième tome. Donc, en un mot, non, vous n'êtes pas obligé de faire de happy end. Vous n'êtes pas obligé de finir votre livre par des bisounours, du sucré et de l'amour. Alors, écrire sans aimer lire, pourquoi pas ? C'est pas impossible, on peut toujours écrire sans aimer lire. Cependant, la lecture va vous permettre quand même de développer votre style et votre façon d'écrire. C'est-à-dire qu'en lisant des livres dans le genre que vous aimez, vous allez pouvoir vous imprégner des codes qui peuvent être nécessaires au genre littéraire que vous voulez utiliser. Je vous donne souvent en exemple la science-fiction, mais c'est parce que c'est un genre littéraire qui a énormément de codes. Et donc, il vaut mieux les savoir pour pas que vos lecteurs soient perturbés ou pour pas que vos lecteurs vous disent « Non, c'est pas de la science-fiction, ça. Essaye pas de nous avoir, mon gars, ça n'en est pas. » Donc, pour vous imprégner de ces codes, le mieux, c'est quand même de lire au moins le genre dans lequel vous écrivez. Ensuite, lire, ça peut vous permettre également de développer votre vocabulaire. Donc, évidemment, si vous lisez des grands classiques, votre vocabulaire va peut-être se développer avec du parler du 19e siècle ou du début du 20e, ce qui ne sera peut-être pas nécessaire pour le livre que vous écrivez. Mais il y a tellement d'autres livres qui ne sont pas obligés d'être des grands classiques que vous pouvez développer votre vocabulaire. Et en plus, vous allez pouvoir voir comment on construit certaines phrases et peut-être éviter ainsi des fautes ou des lourdeurs dans votre propre manuscrit. Personnellement, je trouve qu'il est important d'aimer lire, ne serait-ce qu'un minimum. Je vous dis pas de lire 4 à 5 livres par mois, non, un livre par mois peut-être, voire vous n'êtes pas obligé non plus de lire des pavés, mais lisez quand même un minimum pour pouvoir vous façonner vous-même votre propre structure et votre propre façon d'écrire. C'est plutôt une bonne chose que d'avoir plein d'idées quand on est écrivain. Le problème, des fois, pour certains, c'est de pouvoir les mettre en ordre ou c'est d'arriver à se souvenir de chaque idée que l'on peut avoir. Parce que certaines passent assez rapidement, alors soit parce qu'elles sont mauvaises et du coup on les oublie, soit parce qu'elles sont très bonnes, mais on en a tellement en tête qu'on oublie même des potentielles bonnes idées. Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Vous connaissez les 2 matériels qui vont vous permettre de pouvoir garder en mémoire vos idées, c'est-à-dire vous les notez toutes les unes après les autres sur un calepin ou sur un fichier de votre ordinateur que vous pensez à sauvegarder régulièrement. Pareil, ne rangez pas votre calepin n'importe où, autrement vous pourriez le perdre et c'est idiot car vous ne vous rappellerez plus de la suite. La meilleure façon pour mieux gérer le trop-plein d'idées, c'est de les noter quelque part, que ce soit sur un carnet ou que ce soit sur un ordinateur. Vous pouvez aussi également les noter sur votre smartphone. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous saurez ne pas perdre. En combien de temps ? Cela dépend. Vous pouvez passer 2 mois à écrire votre roman, comme vous pouvez passer 10 ans. Suivant votre possibilité de pouvoir vous mettre au travail, parce que il faut bien comprendre que certains et certaines n'ont pas la possibilité de travailler 8 à 10 heures par jour sur leur manuscrit, parce qu'ils ont une vie de famille, parce qu'ils ont un travail alimentaire à côté, parce que l'écriture n'est qu'un plaisir pour eux qui n'est pas forcément dans le but de vivre après de ça. Donc, ils vont passer le temps nécessaire, leurs loisirs, les petits moments inoccupés qu'ils ont pour se détendre ou pour passer le temps, ils vont passer à l'écrire. Donc un roman peut prendre du coup beaucoup de temps à être écrit. Après, il y a ceux qui vont passer leur journée à écrire, ce qui fait qu'en 2 mois, 3 mois, 4 mois, le roman peut être terminé.
Attention, quand je dis roman, je parle toujours du premier jet. Hein. Après, il y a tout le travail de réécriture, de correction et ainsi de suite. Mais en premier jet, donc on ne peut pas quantifier l'écriture d'un roman, c'est tellement aléatoire. En plus, ça va dépendre aussi si vous avez l'inspiration qui vient rapidement ou pas, si vous avez beaucoup de travail de recherche à effectuer ou pas, si vous avez pas malchance un syndrome de la page blanche qui apparaît en plein milieu, ou tout simplement si vous n'allez pas l'abandonner au bout d'un moment. Donc on ne peut pas quantifier. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un roman ne s'écrit pas en 2h30, c'est pas une rédaction. Donc du coup on ne sait peut-être pas en combien de temps un roman peut être écrit, mais on sait en combien de temps il ne peut pas l'être, c'est-à-dire en 2-3 heures, c'est pas possible. Personnellement, je trouve que participer à des concours de nouvelles, c'est une très bonne chose. Ça vous permet de pouvoir sortir un petit peu de votre zone de confort. Parce qu'il faut bien se dire que il va y avoir dans les concours de nouvelles des contraintes que vous ne vous imposez pas en règle générale et qui peuvent un peu, dans un sens, vous faire découvrir d'autres choses et dans un autre, pouvoir vous amuser et vous permettre de jouer avec les mots différemment que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc oui, je recommande de faire les concours de nouvelles. Tout simplement parce que quand je dis que vous allez sortir de votre zone de confort, imaginez si vous écrivez par exemple de la science-fiction et que le concours s'adresse à ceux qui écrivent des polars. Rien ne vous interdit de le faire. Ça va vous faire voir peut-être une autre facette de l'écriture. Et en plus, avec les concours de nouvelles, généralement, et plus que généralement c'est certain, ils sont très cadrés au niveau de ce qu'on appelle les signes et espaces compris, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas dépasser un certain nombre de mots. Et ça, c'est très difficile pour ceux qui aiment beaucoup écrire ou qui aiment décrire des choses ou faire beaucoup de dialogues. Donc de vous limiter dans le nombre de caractères que vous allez utiliser pour votre nouvelle, ça peut être une bonne chose qui va vous montrer d'autres facettes d'écriture et qui va vous contraindre un petit peu à être un peu plus resserré dans votre propre écriture. Donc oui, je conseille fortement de faire des concours de nouvelles. Après, il ne faut pas penser forcément gagner le concours de nouvelles. Participez déjà à un concours de nouvelles pour vous amuser, pour vous montrer à vous-même comment vous pouvez gérer les contraintes qui y sont imposées et prendre du plaisir dans l'écriture. Est-ce qu'on doit se contraindre à un seul genre et un seul style? Ça, je ne pense pas, mais vous faites comme vous voulez. Vous êtes le maître du jeu dans votre manuscrit, je vous l'ai déjà dit et je vous le répéterai autant de fois qu'il le faut si c'est nécessaire. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de vous restreindre à un genre littéraire si vous avez envie d'écrire du policier et passer à un feel good. Le roman d'après, rien ne vous en empêche. Vous n'êtes pas obligé de faire comme beaucoup d'écrivains, de vous cantonner à un seul genre, à un seul style, pour qu'après on vous classifie dedans. D'accord, c'est peut-être plus simple pour les maisons d'édition, c'est peut-être plus simple pour certains lecteurs qui vont retrouver ce qu'ils aiment dans ce que vous avez écrit précédemment, mais rien ne vous empêche aussi de pouvoir élargir votre lectorat et donc d'aller chercher dans d'autres sphères que vous aimez également. Si vous avez envie d'écrire de l'heroic fantasy et ensuite passer à un roman historique, rien ne vous en empêche. Vous aurez juste des lecteurs différents, ce qui peut ne pas être nuisible pour votre carrière, avouez-le. Alors ça, c'est une vague question. Qu'est-ce que l'auto-édition? L'auto-édition, par définition, c'est de s'éditer soi-même. Alors, on va voir vite fait les points qui sont positifs et négatifs de l'auto-édition, parce que, comme dans tout, il y a des points positifs et négatifs. Donc les points positifs, vous restez maître de votre manuscrit de A à Z. C'est-à-dire, vous l'écrivez, vous le publiez de façon certaine. Généralement, avec les imprimeries en ligne, vous pouvez même le commander à la demande, c'est-à-dire vous pouvez même gérer votre stock vous-même si vous avez les moyens financiers de commander 1000 ou 2000 exemplaires. Vous commandez 1000 ou 2000 exemplaires. Si vous n'avez pas les moyens financiers, vous commandez quelques exemplaires afin de pouvoir faire des salons, les distribuer ou les vendre à votre famille. Vous pouvez aussi, un autre avantage de l'auto-édition, c'est que vous devez créer votre propre couverture. Donc, vous avez tout le loisir de créer la couverture qu'il vous plaît. C'est plus simple. Vous pouvez montrer sur la couverture ce que vous avez envie de montrer. Vous pouvez donner vie à vos idées au niveau image de votre livre.
Troisième point important et positif lorsque l'on est auto-édité, nous choisissons le prix auquel nous voulons que notre livre soit vendu. À propos du prix, je vous mets un petit tuto juste ici qui concerne la façon dont on détermine le mieux le prix de son livre. Les points négatifs. Alors les points négatifs, c'est que dans l'auto-édition, comme vous le faites vous-même, vous faites tout vous-même. C'est-à-dire que vous allez devoir faire la mise en page, ce qui n'est peut-être pas forcément évident, vous allez devoir trouver des correcteurs afin d'éviter toutes les fautes et les coquilles. Vous allez également devoir créer votre propre couverture, ce qui ne peut ne pas être évident pour ceux qui ne sont pas graphiques, bien que de nos jours, il y ait énormément de sites internet qui vous permettent de créer une couverture assez facilement. Ça, j'en reparlerai sûrement dans un prochain tutoriel. Et ensuite, vous allez avoir également les contraintes de faire toutes les démarches administratives afin de pouvoir vendre votre livre, c'est-à-dire vous procurer un numéro ISBN, de faire le dépôt à la Bibliothèque nationale de France. Hop. À propos de ça, je vous mets un tuto et un autre qui va suivre sur le dépôt à la BNF et sur le ISBN. Et une fois tout ça réalisé, il va vous falloir encore réaliser une chose, c'est la communication autour de votre livre. En un mot, c'est faire de la publicité pour votre livre. Alors tout ceci, vous allez me dire, waouh, du coup c'est vachement contraignant d'être en auto-édition. C'est aussi de voir une autre facette du métier d'écrivain. C'est-à-dire que vous n'êtes plus écrivain à part entière, mais vous êtes aussi éditeur. Et du coup, ça peut vous permettre aussi de voir d'autres horizons. C'est quand même assez sympa de pouvoir faire une mise en page. Et une fois qu'on est arrivé, on est super content. Et pareil pour la couverture. Quant à ce qui est de la publicité ou des choses comme ça, vous allez utiliser ce qui est utilisé par beaucoup de monde, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et comme ça, vous allez pouvoir vous créer une communauté et ainsi communiquer sur votre futur livre ou vos futurs livres. Donc dans un sens, tout ce qui peut être contrainte et négativité de l'auto-édition peut être transformé en quelque chose de bénéfique pour vous. Alors justement, on parlait du prix du livre auto-édité. Pour bien déterminer le prix de son livre, alors quand vous êtes en maison d'édition, quand vous avez une maison d'édition, c'est elle-même qui détermine le prix du livre, donc ça, on n'en parle pas. Moi, je vous parle quand vous êtes en tant qu'auteur auto-édité. Pour bien déterminer, de toute façon, vous allez avoir deux contraintes qui vont devoir être prises en compte lorsque vous allez choisir le prix de votre livre. C'est-à-dire que si vous le faites au format papier, vous allez devoir passer par une imprimerie, qu'elle soit en ligne ou physique, et ceux-ci vont vous prendre de l'argent pour la création de votre livre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et vous avez également, ça on l'oublie assez souvent, les frais de port. C'est-à-dire que si vous commandez sur une imprimerie en ligne, il va bien falloir que l'imprimerie en ligne vous renvoie vos exemplaires. Donc il va falloir aussi inclure les frais de port. Donc pour bien faire, imaginez qu'un livre coûte à sa fabrication 5 €. Vous allez ajouter à cela les frais de port que vous diviserez par le nombre d'exemplaires que vous avez commandés. Mettons que pour un bouquin, ils vous reviennent à 1 € de frais de port. Donc vous êtes déjà à 6 €. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas déjà être en dessous de 6 € parce que vous allez plus que perdre de l'argent. C'est idiot. Donc vous allez créer votre prix par rapport au minimum, c'est 6 € et vous allez ajouter ce qu'on appelle votre marge. Vous pouvez ajouter un peu moins de 4 € et vous arrivez à un tarif du livre à 10 €. Et c'est ainsi qu'on détermine le prix le plus correct pour un livre. Alors, la couverture, c'est quand même quelque chose de très important dans un livre. Et c'est parce que c'est la première chose qui va attirer votre lecteur. Alors, il va falloir 3 points importants à bien garder en tête lorsque vous créez votre couverture, c'est-à-dire le premier point, qu'elle ait un visuel qui attire tout de suite l'œil. Un visuel peut-être même qui montre exactement dans quel univers, dans quel genre littéraire vous écrivez. C'est-à-dire vous allez mettre, si vous écrivez des romans feel good, vous allez mettre des couleurs un peu flashy, des couleurs peps, des trucs qui montrent, des couleurs ou des dessins qui montrent que voilà, c'est quelque chose, c'est un livre feel good, un livre qui va vous donner du peps, qui sera assez facile à lire et qui va être pétillant. Deuxièmement, c'est le titre. Le titre, c'est la deuxième chose que va voir votre lecteur. Il va vous falloir un titre accrocheur. À vous d'arriver à déterminer votre titre de façon à ce que votre lecteur soit intrigué tout en ayant quelques informations sur toujours votre genre littéraire, mais sans non plus en donner trop pour qu'il puisse avoir envie de lire. Et troisième point très important, c'est le 4e de couverture. Vous savez, ce petit résumé qui se trouve au dos de la couverture. Avec ce résumé, il va falloir donner envie à votre lecteur d'acheter le livre
et de le lire. Donc il faut qu'il soit assez attrayant, qu'il pose des questions en fin de résumé afin que le lecteur se pose lui-même ces questions et qu'il désire savoir les réponses en lisant votre livre. Donc sur la couverture, c'est ces 3 choses importantes qu'il faut avoir. Pas la peine quand vous êtes auteur auto-édité, que vous commencez, voire même quand vous êtes un peu reconnu, de mettre votre nom en gros, plus gros que le titre. Ça, c'est les maisons d'édition qui font ça pour leurs gros auteurs. C'est un peu, j'ai envie de dire, de prendre un peu le melon quand on n'est pas un grand écrivain qui est dans une grosse maison d'édition. Donc, pas la peine de mettre votre nom plus gros que votre titre, vous mettez votre nom, votre titre, une couverture qui attire et qui montre à votre lecteur dans quoi il va s'engager, et un résumé et un 4e de couverture qui va lui donner envie d'acheter votre livre et de le lire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 10 dernières questions de la fac. Je pense que j'en referai d'autres plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur les divers réseaux sociaux que j'ai. J'y répondrai bien volontiers. En attendant, moi je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.